Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons parler de la question afghane avec Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Irak, de la Syrie, de l'Iran et de l'Afghanistan. Bonjour Karim Pakzad et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à quelques jours de la date du 11 septembre, les talibans sont redevenus maîtres de l'Afghanistan suite au retrait total de l'armée américaine. Pouvez-vous revenir sur les circonstances qui ont précipité le retour des talibans après 20 ans de présence occidentale? Pour expliquer le débâcle de l'armée américaine et l'arrivée triomphale des talibans sans tirer un seul coup de feu à Kaboul, il faut monter un peu plus loin. Je ne vais pas me lancer dans une explication trop longue, mais ce qui a étonné, c'est la facilité avec laquelle ils sont dès le arrivés. milieu des années 2010, notamment vers 2009, il était évident que les États-Unis et leurs alliés ne pouvaient pas gagner cette guerre militairement. L'échec américain était fixé vraiment depuis ces dates-là. Pourquoi? Parce que, bon, il faut être bref, l'Afghanistan c'est un pays particulier, c'est un pays avec une histoire ancienne très mouvementée. Hein. Les écrivains, même les historiens occidentaux décrivent ce pays comme la cimetière des empires, oui. Et autres qualificatifs. La raison est simple, la raison que ce pays, depuis avant Jésus-Christ, hein, depuis l'invasion d'Alexandre le Grand, c'était une terre de résistance. Il était évidemment une terre d'invasion de toutes sortes, du nord, de l'ouest, de l'est, mais en même temps, c'était une terre de résistance. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Au 19e siècle, ils ont mis en échec la plus grande puissance de l'époque, la Grande-Bretagne. Ensuite, dans le 20e siècle, ils ont triomphé sur l'Union soviétique, qui était l'une des deux superpuissances, mais la plus grande superpuissance militaire de l'époque. Aujourd'hui, les États-Unis qui prétendent diriger le monde, c'est une histoire qui vient de leur particularité ethnique, des relations sociales, des questions de culture, le fait qu'en Afghanistan, quand on parle de la politique, il faudrait parler des ethnies, il faudrait parler des rapports entre les ethnies, et puis les particularités des Pashtuns qui composent 40% de la population de l'Afghanistan, mais également il y a davantage des Pashtuns qui vivent de l'autre côté des frontières, une frontière qui n'a jamais été reconnue par l'Afghanistan. Je parle du Pakistan. Tout ça, et puis un pays composé à plus de 2/3 des hautes montagnes. Vous voyez, aujourd'hui, la vallée de Panjshir va résister contre l'assaut des talibans. Mais je suis sûr et certain que ce ne sera pas facile. Alors, les Américains sont partis sous le feu des critiques de l'opinion internationale pour leur bilan désastreux. 2000 milliards de dollars dépensés, une cinquantaine de milliers de civils afghans tués, 70 000 soldats de l'armée régulière et près de 2500 militaires américains morts au combat. C'est un échec tragique. Absolument, absolument. La perte de civils afghans, c'est encore plus important. Je pense que c'est de l'ordre de 65 000 personnes. Vous savez, il y a 33 000 enfants qui ont été tués ou handicapés pour vie sous les bombardements. Donc le résultat est extrêmement négatif. Et
pire pour la population civile afghane. Mais les Américains ont mené cette guerre. Tout à l'heure, j'ai essayé de donner certains éléments. Comme ils voulaient mener une guerre moderne, une guerre où l'ennemi était bien identifié, où des moyens aériens, notamment aujourd'hui, des avions sans pilote qui étaient dirigés du sol américain sur l'Afghanistan. Mais aujourd'hui, Joe Biden nie avoir lancé dans la construction d'une nation, d'un État en Afghanistan. C'est faux. S'ils sont restés 20 ans en Afghanistan, s'ils ont dépensé, comme vous avez souligné, 2000 milliards de dollars dans la guerre en Afghanistan et plus de 6 000 milliards de dollars dans la guerre contre le terrorisme, ailleurs aussi, Irak, Syrie, etc., parce qu'ils avaient un projet. On ne peut pas attendre une grande puissance telle que les États-Unis de se lancer dans une telle guerre sans projet. En Afghanistan, leur projet, c'est de mettre en place un gouvernement stable. À partir de ce gouvernement, ils voulaient mener sa grande politique stratégique dans l'Est. L'accord de Doha conclu entre les Américains et les talibans en février 2020 avait été négocié en l'absence des représentants des autorités afghanes. Au regard de la situation actuelle, quelles leçons peut-on tirer de cet accord ? Oui, à l'époque, c'était incompréhensible pour la communauté internationale, pour les autres, même pour les autres pays alliés des États-Unis, de voir que les Américains négocient directement avec les talibans sur l'Afghanistan. Alors qu'il y a un gouvernement, ce gouvernement légitime ou pas, démocratique ou pas, représentatif ou pas, mais c'était un gouvernement reconnu par la communauté internationale et un gouvernement reconnu également par les États-Unis. Et donc, non seulement ils n'ont pas tenu compte de l'existence de ce gouvernement dans les négociations, mais ils ont même écarté totalement la présence, y compris de loin, d'un représentant de ce gouvernement. Dès ce moment-là, on le savait que ce gouvernement va être abandonné par les Américains. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. On voit ce que ça donne. Alors justement, si on revient à la situation plus actuelle, dès l'arrivée des talibans à Kaboul, les États-Unis et leurs alliés ont procédé à l'exfiltration de leurs citoyens et de leurs collaborateurs locaux. Comment voyez-vous la manière dont a été géré ce pont aérien organisé par les États-Unis et leurs alliés ? Oui, il y a d'abord le fait, la décision politique d'évacuer plus de 100 000 Afghans. Et ensuite, la manière, tout le monde a vu que l'évacuation a été faite exactement comme cette guerre a été menée auparavant. C'était chaotique. C'était chaotique sans une stratégie, un plan bien établi d'avance. Si rapatrier des éléments qui étaient leurs collaborateurs, qui ont pensé que leur vie est en danger, ça peut justifier. Mais de là à rapatrier quelques centaines de milliers des forces vives et des élites afghanes, moi je ne pense pas que ce sera vraiment profitable pour l'Afghanistan demain. On a appris que des manifestants avaient protesté contre la décision de la Banque mondiale de suspendre des projets de financement en Afghanistan. Cette décision entraînerait la fermeture de plus de 2000 centres médicaux et bien sûr mettrait un certain nombre d'employés au chômage. Comment voyez-vous ce choix de suspension de financement depuis l'arrivée des talibans ? On peut l'envisager sur deux points. D'abord, sur le plan politique. C'est vrai que les États-Unis
au lendemain de l'entrée des talibans à Kaboul, d'abord, ils ont gelé les avoirs de la Banque centrale afghane, qui ne se trouvait pas à Kaboul, mais se trouvait aux États-Unis. C'est à peu près 9,5 milliards de dollars ils ont gelé. Pour attendre la formation du gouvernement, ils ont mis des conditions, notamment deux conditions principales. D'abord, droits de l'homme, notamment les droits de femmes, avec la mise en place d'un gouvernement qui respecterait ces droits. Ensuite, assurance qu'il ne favoriserait plus l'émergence des organisations terroristes en Afghanistan qui mettraient en danger les pays voisins. Puis il y a un deuxième volet, le volet humanitaire. Moi, je pense que sur le volet humanitaire, puisque l'Afghanistan c'est un pays pauvre, qui la population vraiment est démunie, là, par exemple, il y a eu, la semaine dernière, il y a eu une alerte des organisations, des ONG occidentales qui travaillent encore en Afghanistan sur les médicaments, le manque des médicaments. Et même l'Union européenne en a lancé qu'ils discuteraient avec les talibans et sur le plan humanitaire, évidemment, ils vont aider. D'ailleurs, Angela Merkel, la semaine dernière, a débloqué 100 millions d'euros pour l'aide humanitaire en Afghanistan. En fait, voilà, ce volet n'est pas lié avec le premier qui est politique. Alors la Chine, dans ce domaine, a appelé les États-Unis et la communauté internationale à fournir à l'Afghanistan de l'aide humanitaire et économique et à aider le nouveau gouvernement à relancer la machine économique pour que le pays puisse se reconstruire. C'est ce qu'a dit le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à son homologue américain Anthony Blinken dans un entretien récent. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une position juste, c'est une déclaration qui va dans le bon sens, parce qu'il ne faudrait pas laisser tomber la population. La population qui aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides, les talibans n'ont pas d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires ou même de leurs corps combattants aujourd'hui. Et donc, une partie de la population qui travaillait pour l'État, c'était quand même plusieurs centaines de milliers de gens, ils n'ont plus de salaire. Et puis que la situation de guerre a fait que les communications, le transport entre l'Afghanistan et les pays voisins, les zones douanières ont été désorganisées. Il y a aujourd'hui un manque des produits alimentaires en Afghanistan. Et le manque des produits alimentaires est tel que l'ONU a lancé un appel pour dire que moitié de la population afghane est en danger de la famine. Vous voyez, moi je pense que la déclaration du ministre des Affaires étrangères chinois est bon, mais il faudrait que la Chine également commence, n'attend pas trop longtemps. Alors, on en parlait tout à l'heure en introduction. On est à quelques jours donc, de l'anniversaire, du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre et aussi en France de l'ouverture du procès des attentats de Paris. Le niveau de menace terroriste est élevé en France. Doit-on craindre que la situation afghane fasse monter d'un cran les tensions, d'après vous? Vous savez, on dit beaucoup de choses sur l'Afghanistan. Et notamment, parfois, on ne distingue pas entre les talibans et d'autres organisations terroristes, notamment l'État islamique ou Daesh en Afghanistan. Il n'y a pas seulement Daesh en Afghanistan, il y a des organisations terroristes extrémistes d'origine pakistanaise, d'origine ouïghour chinois, qu'on appelle le mouvement islamique du Turkestan oriental, ou de ouzbek, qui est très ancienne. Tous ces militants qui dans le passé travaillaient avec Al-Qaïda, avant travaillaient avec les Moudjahidines,
et les talibans, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus proches de l'idéologie de Daesh. Et donc voilà, le risque existe si l'Afghanistan tombe dans l'anarchie, dans la déstabilisation. Je pense que ce sont ces organisations qui en profitent. Merci Karim Pakzad d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau Pour tout vous dire.